Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui sera consacré à l'EuroPP, puisque l'EuroPP fête, ou plutôt fêtait en fin d'année 2022 ses 10 ans. L'occasion donc pour Smart Patrimoine de dresser un premier bilan de ce mécanisme de financement alternatif pour les ETI avec deux experts du sujet en plateau. Nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord Édouard Narbou. Bonjour Édouard Narbou. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes le CEO de Aether Financial Services. Vous allez nous expliquer comment vous accompagnez les entreprises dans l'exécution de l'EuroPP, j'allais dire dans la mise en place, mais non, ça c'est peut-être plus le rôle de Marc-Étienne Sébir. Bonjour Marc-Étienne Sébir. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre. Vous accompagnez les entreprises dans la mise en place de l'EuroPP, mais vous êtes également intervenu dans la rédaction de la charte EuroPP. On en parlera dans un instant. On va commencer avec vous, Édouard Narbou. L'EuroPP est sûrement très connu d'un certain nombre d'acteurs financiers. Pour autant, est-ce que toutes les entreprises, tous les ETI le connaissent? Vous allez nous le dire. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme de financement EuroPP ? Alors l'EuroPP est une modalité de financement, principalement obligataire, qui fait partie de cette mouvance qui existe depuis une dizaine d'années de financement désintermédié. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir des banques pour aller lever de l'argent, trouver de l'argent emprunté, eh bien on utilise des financements alternatifs et l'EuroPP en fait partie. L'EuroPP, c'est le financement désintermédié alternatif français qui a fait l'objet d'une charte dans les années 2010-2012. Et qui s'est donc développé depuis une dizaine d'années. Contrairement aux banques qui prêtent de l'argent aux entreprises, dans un EuroPP, eh bien, ce sont des investisseurs institutionnels, des assureurs qui prêtent à des entreprises. Via un mécanisme d'EuroPP finalement qui permet quoi ? Qui permet d'encadrer la façon dont un investisseur institutionnel va prêter à une entreprise. Il ne pouvait pas le faire avant ? Alors, bien entendu qu'il pouvait le faire avant. L'EuroPP, pour le dire de manière différente, c'est un investissement, ou en tout cas c'est une structure de financement qui s'adresse principalement aux ETI. D'accord. Sur des tailles, en tout cas de financement comprises entre 10 millions pour les plus petits jusqu'à quelques centaines de millions d'euros pour les plus gros, mais entre 50 et 100 millions d'euros pour le cœur de marché. Généralement, ces ETI qui empruntaient ces montants-là allaient auprès des banques. D'accord. Et suite à la crise financière de 2008-2009, eh bien les banques ont commencé à réduire un petit peu ou à fermer les tuyaux. Et donc la nature ayant horreur du vide, les ETI ont dû se retourner vers des nouveaux investisseurs ou des nouvelles sources de financement. Et c'est comme ça que l'EuroPP est né donc au début des années 2010. Marc-Étienne Sébir, vous étiez présent à la naissance de l'EuroPP, si on peut le dire ainsi, puisque Édouard Narbou nous disait que vous faisiez même partie des pères fondateurs de l'EuroPP. Quel manque venait-il combler au moment de sa création ? En fait, les plus grosses entreprises, celles qui sont dans le CAC 40, pouvaient accéder au marché obligataire pour se financer. Pour les entreprises de taille plus petite, il y avait uniquement en France le marché bancaire. Il y avait un marché de l'USPP aux États-Unis, il y avait un marché du Schuldschein en Allemagne, mais en France, il n'y avait pas ce marché pour se financer auprès d'investisseurs institutionnels. Donc on pouvait emprunter et c'est tout ? On pouvait emprunter auprès de banques. Voilà. Et c'est ce manque qui est venu compléter le marché de l'EuroPP en permettant à des entreprises de lever un financement directement auprès d'investisseurs à moyen ou long terme. On est généralement sur des emprunts qui sont remboursables in fine. Donc c'est un excellent instrument en complément des financements bancaires. La plupart des investisseurs sont ce qu'on appelle des investisseurs buy and hold, c'est-à-dire que l'investisseur qui souscrit à l'instrument lors de sa mise en place va le garder jusqu'à maturité. Il y a assez peu de liquidités sur le marché secondaire. D'accord. Et donc on ne revend pas les obligations liées à ce Il y a un tout petit peu de transactions sur le marché secondaire, mais la plupart des investisseurs veulent le garder jusqu'à maturité, jusqu'au remboursement. Et donc ça entraîne des conséquences dans la structuration de l'opération. L'investisseur va devoir faire une analyse, bien évidemment, du risque de crédit, mais aussi de la structuration juridique de l'instrument pour s'assurer qu'à tout moment, le gros leitmotiv des investisseurs, c'est d'être pari passu avec les banques, c'est-à-dire avoir les mêmes protections et être au même niveau que les banques, que ce soit dans l'octroi de sûreté, dans la possibilité d'avoir certains engagements, dans l'obligation de respecter certains ratios financiers. Donc il y a tout ce travail de confirmer et de conforter les investisseurs sur le fait qu'ils ont les mêmes protections que les banques, qui ne sont pas privilégiées, mais pas non plus subordonnées. Vous nous avez dit que c'était
un bon mécanisme en complément d'un prêt bancaire. Ça veut dire qu'on ne fait pas appel à un EuroPP quand on ne peut pas obtenir un prêt bancaire, si je caricature? Non, on est quand même sur des entreprises qui ont une qualité de crédit suffisante pour aller voir des investisseurs institutionnels. D'accord. Donc si vous n'arrivez pas à trouver un financement auprès de banques, vous ne le trouverez pas non plus sur l'EuroPP. En revanche, si vos banques actuelles vous ont déjà donné le maximum de ce qu'elles pouvaient vous donner, ou si vous avez des emprunts qui sont amortissables et que vous voulez ajouter une tranche in fine en plus de vos emprunts amortissables ou avec des maturités plus longues, l'EuroPP est un excellent instrument complémentaire. Donc d'ailleurs aussi bien accueilli par les banques. Donc on peut en fait effectivement emprunter, ou en tout cas mettre en place une structure de financement avec de l'emprunt bancaire et ensuite des émissions d'obligations vis-à-vis d'investisseurs institutionnels. On peut avoir plusieurs investisseurs institutionnels? Tout à fait, ça se fait très souvent. Et on a même des schémas où on a des sûretés, où on a un emprunteur qui a un crédit syndiqué auprès de banques avec des sûretés et qui va mettre en place un EuroPP, et les sûretés vont être partagées entre les banques du crédit syndiqué et les investisseurs EuroPP. On va revenir sur la charte EuroPP dans un instant pour comprendre un petit peu comment ce mécanisme se structure. Juste avant, Édouard Narbeau, si on regarde le point de vue des entreprises, quel est l'intérêt pour une entreprise de passer par un financement EuroPP et sont-elles conscientes aujourd'hui de l'existence de ce mécanisme de financement alternatif? Alors, l'intérêt pour les entreprises d'aller chercher un EuroPP, c'est évidemment de pouvoir sortir. Alors, sortir est peut-être un grand mot, mais en tout cas... Faire un pas de côté. Faire un pas de côté, exactement, ou diminuer l'emprise que les banques pourraient avoir auprès d'elles. Donc, comme on l'indiquait au début, c'est un financement alternatif, c'est pas un financement qui est en compétition, c'est un financement qui complète, ce qui est deux choses totalement différentes. Surtout que les banques interviennent toujours sur la mise en place de ce dispositif. Elles ne prêtent pas directement, mais très souvent... Elles sont arrangeuses. Voilà, c'est ça, elles jouent le rôle d'intermédiaire. Tout à fait, elles peuvent être arrangeuses de ce type de financement, voire même de temps en temps, elles peuvent investir à travers un véhicule, une société de gestion, un de leurs bras armés d'investissement qu'elles peuvent avoir. Et certaines banques, généralement les petites banques, investissent même directement via leur bilan sur ce type de format. Donc, l'intérêt pour les entreprises, c'est effectivement de pouvoir faire jouer un petit peu la concurrence, pouvoir compléter ses modalités de financement, pouvoir ajuster son échéancier de remboursement et éviter d'avoir potentiellement un mur de la dette. D'accord. Donc ça, c'est, je dirais, dans l'intérêt. Ensuite, les entreprises sont de plus en plus éduquées, évidemment, sur ce type de financement, de schéma, qui reste néanmoins très récent, puisque, comme on le disait, ça n'a qu'une dizaine... Ça fait 10 ans. Voilà, ça n'a qu'une dizaine d'années. Donc, les entreprises, à travers leurs trésoriers, à travers leurs directeurs financiers, sont de plus en plus au courant. L'environnement et l'écosystème, c'est également structuré, puisque au début des premiers EuroPP, il y avait finalement assez peu de conseils, que ce soit des conseils juridiques, des conseils financiers, pour accompagner les sociétés dans la structuration des opérations. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'investisseurs qu'il y en avait avant, beaucoup plus de conseils. Et même les structurations ont évolué, puisque assez light en termes de covenant et sûreté au début, elles se sont largement structurées pour répondre aux exigences qu'évoquait Marc-Étienne entre les besoins de sûreté des crédits bancaires et les besoins de sûreté des investisseurs de telle sorte à ce que l'un et l'autre soient pari passus. Le premier interlocuteur pour une entreprise qui veut mettre en place un EuroPP, c'est qui? Ça reste la banque aujourd'hui? Alors, le premier interlocuteur, ça sera difficilement la banque prêteuse, puisque la banque prêteuse aura plutôt tendance à vouloir conserver son client et dire non, je vais d'abord te prêter, et puis on réfléchira à un EuroPP plus tard. Ouais. Donc voilà, elle aura plutôt tendance à le mettre de côté. Non, le premier interlocuteur, ça sera le banquier conseil dans le sens conseil financier, celui qui va réfléchir avec la société d'un point de vue stratégique sur sa structure de financement. Et ensuite, très souvent, les conseils juridiques qui accompagnent de manière régulière les sociétés sur la structuration d'un crédit syndiqué ou sur la structuration de leur financement peuvent évidemment avoir un œil critique et ouvrir le champ de vision aux trésoriers ou aux directeurs financiers. Marc-Étienne Sébir, on va commencer avec cette charte EuroPP qui est née quelques années après l'EuroPP en lui-même. Qu'est-ce que ça a permis en matière de structuration du mécanisme d'investissement ou de financement ?
En fait, le marché est jeune, mais effectivement, il s'est structuré très vite. Vous avez des représentants d'emprunteurs, d'arrangeurs et d'investisseurs, avec quelques avocats qui ont très tôt travaillé à la rédaction de cette charte, avec le soutien de la Banque de France et du ministère de l'Économie et des Finances et de 10 associations professionnelles qui soutiennent la charte. La première version de la charte EuroPP a été publiée en 2014. Elle a été mise à jour en 2019. Elle contient des modèles de contrats pour un EuroPP au format obligataire, pour un EuroPP au format prêt, avec un ensemble de bonnes pratiques sur ce qu'on va demander à l'emprunteur en termes de communication financière, en termes de type d'engagement. On rappelle qu'effectivement, là on donne l'exemple de l'émission obligataire parce que c'est le plus récurrent, mais il y a également un format prêt qui est moins récurrent mais qui existe aussi, qui est possible également. Voilà, à peu près 80% des opérations doivent être au format obligataire, mais c'est totalement neutre en fait pour l'entreprise. Que vous soyez au format prêt ou au format obligataire, on va retrouver les mêmes clauses, les mêmes engagements, les mêmes modalités financières, donc c'est plus en fonction de l'appétit de tel ou tel investisseur qu'on va pouvoir faire l'un, voire les deux instruments. Mais donc sur la structuration de l'opération, ça ne change pas. Et alors, que va apporter cette charte? Ça va assurer que finalement le montage d'un financement EuroPP se passe partout de la même manière, quel que soit l'investisseur institutionnel ou l'ETI d'un côté ou de l'autre? Alors, ça n'est pas du tout harmonisé dans le sens où c'est les mêmes clauses. Parce que justement, la particularité de l'EuroPP, c'est que le contrat va être adapté aux particularités de l'emprunteur et de ce que veulent les investisseurs. Mais en revanche, ça va guider les emprunteurs en leur indiquant ce que recherchent les investisseurs pour qu'ils ne soient pas surpris. Ça va aussi guider certains investisseurs dans le type de clause qu'on va mettre dans le contrat. Et donc, ça assure aussi le sérieux du marché. C'est un marché sur lequel l'investisseur ne va pas investir sur la base juste d'une notation financière, parce qu'il n'y a pas de notation sur ce marché. Il doit véritablement faire une analyse crédit, une analyse des clauses juridiques de l'investissement pour vérifier que ça correspond à ces critères d'investissement. Aujourd'hui, c'est un marché qui pèse combien, si je peux m'exprimer ainsi, en matière d'encours? Aujourd'hui, on en est à quel niveau? Alors, depuis la création du marché, en 10 ans, on doit être à peu près à 35 milliards d'euros d'encours émis. Donc ça fait beaucoup d'entreprises qui ont été financées avec ce marché. Oui, parce que vous nous avez donné une moyenne de 10-15 millions d'euros, c'est ça 10-15, c'est la fourchette basse. On est plutôt entre 50 et 100 millions d'euros pour, je dirais, une émission moyenne. Voilà. Et donc, vous avez des années où on est assez vite monté à 5 milliards d'euros du fait de la politique accommodante de la Banque centrale et des importantes liquidités dont bénéficient les banques. Aujourd'hui, le volume a plutôt diminué. Mais vu les conditions que nous avons actuellement, il va probablement repartir assez vite sur les 5 milliards. L'EuroPP pourrait redevenir intéressant, si je comprends bien, pour les années à venir, vu le contexte de crédit et de financement qu'on a aujourd'hui. Édouard Narbou, rapidement, alors si un mot sur votre activité, Aether Financial Services, vous intervenez une fois que l'EuroPP a été signé, si je puis le dire ainsi, c'est que derrière, il y a une vie à cet EuroPP, il faut le suivre et il faut s'assurer qu'on correspond toujours aux conditions année après année. C'est exactement ça. Nous sommes véritablement l'exécuteur testamentaire du contrat. Le contrat financier qui est signé au moment qui est signé et clôturé au moment du closing va durer 5 ans, 7 ans. Et à partir de là, il faut s'assurer, et nous sommes l'arbitre indépendant, que l'émetteur d'un côté et les investisseurs de l'autre vont chacun respecter leurs engagements par rapport à ce qui a été signé dans ce contrat. Donc nous sommes là pour s'assurer que l'information est transmise de manière régulière, par exemple, calculer le montant des coupons, un exemple assez classique et que l'on comprend, mais on peut intervenir également dans des situations un peu plus compliquées en cas d'exercice des sûretés au bénéfice donc des investisseurs. Merci beaucoup Édouard Narbou, je rappelle que vous êtes CEO de Aether Financial Services. Merci également Marc-Étienne Sébir, je rappelle que vous êtes avocat associé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre. Voilà, j'espère que cela vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur l'EuroPP. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.